et bienvenue dans ces nouveaux numéros d'entretien où nous allons échanger en séjour de la bancarisation de frais de la justice congolaise. Qui dit bancarisation dit l'opération donc où le magistrat et les greffiers en République démocratique du Congo ne toucheront plus en main contre main cet argent qui auparavant manquait ou souffrait des traçabilités et aussi des transparences dans ce qui est la matière de la justice congolaise. Dorénavant, le ministre Constant Mutamba a depuis la semaine dernière et donc donné le go pour un nouveau compte où tout cet argent sera donc traçable et transparent par rapport à une banque de la place de la République démocratique du Congo. C'est cela le thème où nous allons donc évoquer en ces jours et aussi nous allons aussi faire le point sur l'actualité de la République démocratique du Congo. Nous allons prendre un ou deux sujets d'actualité en RDC. Nous allons aussi échanger avec notre invité de ces jours. Il s'agit bel et bien de Maître Rodrigue Ramazani qui est porte-parole du parti Ensemble d'Eli Sesanga. Maître Rodrigue, bonjour et bienvenue dans Entretien des séjours. Merci beaucoup pour l'invitation, Rufin. Je tiens à rectifier directement. Je suis pas, notre parti n'est pas Ensemble. Le parti, c'est Envol. Envol. Envol, évidemment, qui est dirigé par Eli Sesanga, dont je suis les porte-parole aussi. Merci pour l'invitation et l'honneur que vous faites à mon parti. Désolé d'avoir dit Ensemble en lieu et place de Envol. Alors, Maître Rodrigue, vous êtes de l'opposition, évidemment, mais en ces jours, il y a beaucoup de Congolais qui se demandent encore si vraiment Envol, votre parti cher, est encore au niveau de l'opposition ou peut-être vous avez eu à basculer sans les dire à vos compatriotes ou à vos sympathisants du parti. C'est là l'occasion de leur dire si vous êtes toujours dans l'opposition congolaise. Évidemment, après les élections chaotiques qui s'étaient organisées en 2023 durant 7 jours, où mon parti avait, ensemble avec d'autres forces vives de la République, rejeté en bloc les résultats de ces élections, nous, l'Envol, avons confirmé notre appartenance dans l'opposition, parce que nous estimons que le pouvoir en place ne mérite pas la confiance des Congolais et qu'il faut proposer une alternative à cette population qui souffre aujourd'hui. Il faut rappeler que notre peuple a perdu son pouvoir d'achat à plus de 50%. Et c'est inacceptable. La situation sécuritaire est dégradante. Et aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire national, nous observons une situation d'infrastructure qui n'évolue pas. Donc, bref, la population congolaise souffre et nous, l'Envol, nous proposons comme une alternative à travers un projet politique ambitieux que nous portons depuis 2023, évidemment, qui reste l'unique projet politique viable de tous les groupes politiques existants en République démocratique aujourd'hui, c'est la refondation du Congo. Ça reste d'actualité à ces jours? À ce jour, ça reste d'actualité. C'est un projet politique qui reste la voie royale pour permettre aux Congolais d'espérer de voir le devenir meilleur et le mieux vivre dans ces pays. Parce que dans ce projet, nous abordons toutes les grandes questions nationales, notamment où nous mettons pas en priorité, mais en urgence nationale, la question sécuritaire dans l'est de notre pays, mais aussi sur l'ensemble du territoire national. Le premier pilier de notre projet est dénommé Gagner la paix, sécuriser les territoires et préserver l'indépendance nationale. Parce que le problème aujourd'hui au Congo n'est pas seulement de gagner la paix, mais de préserver aussi notre indépendance, donc de pérenniser l'indépendance nationale. Mais nous le ferons à travers de réformes, des réformes majeures auxquelles l'Envol s'engage dès son arrivée au pouvoir en 2028, en 3 ans, à monter une armée puissante avec une force de dissuasion crédible et construire un système de sécurité et de défense dissuasif pouvant sécuriser et défendre le Congolais. Nous vous souhaitons donc bonne chance dans cette quête du pouvoir et nous espérons que vous allez y arriver. Vous êtes de l'opposition, je le rappelle encore, porte-parole de Envol, parti cher à Eli Sesanga.
Il y a déjà un moment, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a eu à instaurer la bancarisation de frais de justice en République démocratique du Congo. Comment avez-vous reçu d'abord cette nouvelle venant du ministre Constant Mutamba? Dans un premier temps, c'est une très bonne mesure, surtout pour les grandes villes. Hein. C'est une bonne mesure dans la mesure où il n'y avait pas de traçabilité de frais de justice qui tombaient ça et là entre deux mains de magistrats et des huissiers de justice et que malheureusement l'État n'en bénéficiait pas. L'avantage avec une telle décision, si cette décision est bien encadrée, permettra en fait permettra de renflouer le trésor public dans le secteur de la justice, décupler évidemment le recette dans ce secteur. Mais que cependant, ces politiques, la manière dont elle est menée, si ce n'est pas bien encadré, on va vite se déconnecter de la vraie réalité du Congo. Parce que le ministre de la Justice n'est pas le ministre de Kinshasa, encore moins le ministre de grande ville. Je rappelle que dans ce pays, dans l'arrière-pays, le frais de justice, on le paye en nature. Hein. Soit quelqu'un qui amènerait une chèvre et d'autres qui amèneraient des fruits de leur plantation. Et tout ceci ne peuvent pas être bancarisés malheureusement. Donc cette mesure, elle est bonne, mais cette mesure, à la lecture de ce qui nous a été présenté comme décision, à mon avis, n'aura d'impact que dans de grandes villes. Mais dans l'arrière-pays, non. Or, la mission de la bonne administration de la justice doit couvrir l'entièreté du territoire national. L'étendue du territoire national. D'où la question, je voudrais vous poser, de savoir, avec cette, vous avez donc anticipé sur la question, avec le manque criant des banques de proximité au niveau du territoire national, avec un système bancaire à la limite, je dirais, défaillant, comment le ministre va s'y prendre, un peu comme à l'exemple vous venez de dire, où on paye en nature? Est-ce que le ministre va encore interpeller les investisseurs privés pour ouvrir des banques de proximité, comme il dit, dans chaque juridiction du pays? Comment cela va se passer en long et en large, si vous pouvez nous expliquer? Écoutez, moi, en tant que futur gestionnaire, lorsque je regarde cette décision, je peux me rendre compte que c'est une décision prise de manière isolée, sans pour autant le coordonner dans une action pérenne, dans une action gouvernementale. Le problème aujourd'hui avec le ministre de la Justice, n'est pas sa volonté. Je salue le courage. Il a beaucoup de courage, il a beaucoup d'ardeur dans la conduite de son secteur. C'est très bien, ça j'encourage. Mais par contre, ce que je décris, c'est la méthode. J'ai comme l'impression que toutes les méthodes qu'il initie, c'est plus pour bouger les chiffons du populisme et plaire à l'opinion. Or, dans la conduite de questions de l'État, il faut s'oublier soi-même, prendre la mesure de la chose pour engager le pays vers une voie de pérennité en vue de déclencher le développement ou encore l'amélioration du fonctionnement du secteur. Que malheureusement, on vient d'en parler, la mesure elle est prise. Quel est son impact dans l'arrière-pays? Les tribunaux de paix qui se retrouvent dans nos territoires où il n'y a pas de banque, comment les choses vont se dérouler. C'est toute cette intelligence qu'il faut mettre main. Pour y arriver, ce n'est pas une action ponctuelle. Il faut une action structurelle et pour pérenniser la décision. Raison pour laquelle vous allez voir dans la plupart des cas dans ce pays, en question de politique publique, les mesures prises ne durent pas dans le temps. Ils prennent des mesures et à un moment donné, le pouvoir public se relâche. Ce sont des mesures palliatives. Simplement parce que ces mesures ne sont pas structurées. Ici, il faut rappeler au ministre de la Justice que la mission que le PNRJ, le plan national de réforme de la justice a tracé, c'est de mettre en place des décisions ou encore des mesures structurelles pour organiser le secteur. Monsieur le ministre de la Justice n'a rien à inventer. Il arrive dans un secteur où il y avait eu un état général de la justice. Exactement. Et cet état général de la justice tenu en 2015, si je ne m'abuse, a accouché en 2017 le plan national de réforme de la justice. Il y a un plan auquel le ministre de la Justice doit s'y atteler pour travailler.
en lieu et place de faire tous ces boucans. Le problème aujourd'hui avec le ministre de la Justice, il passe plus son temps à faire de la politique qu'à travailler effectivement pour redresser notre justice. Ce populisme qui s'ensuit où les acclameurs, moi je ne suis pas un acclameur, où les acclameurs passent leur temps à l'acclamer sans pour autant vivre l'effectivité du changement, va faire en sorte qu'à un moment donné, il sera bloqué. Il sera bloqué dans la conduite de l'action parce que le peuple voudra des résultats. Après le populisme, ça sera le tour de résultats. Vous venez de faire le point sur les états généraux qu'il y a eu en 2015, mais là, le ministre Constant Moutamba a eu aussi à les dire comme ça qu'il envisage organiser d'autres états généraux. La question que la population ou le commun des mortels s'est posée, c'est de savoir qu'en est-il de résolutions prise en 2015. Est-ce que cela a abouti à quelque chose pour que le ministre puisse directement passer à des états généraux encore alors qu'il y en a déjà eu en 2015? Je ne sais pas si, je ne pense pas parce que c'est une personne que je connais et je peux vous dire qu'il est au courant évidemment qu'il y avait les états généraux de la justice. Je me pose maintenant la question, sans pour autant évaluer le premier, quel est l'intérêt de relancer les états généraux de la justice? Parce que nous le savons tous, ça va engager les moyens de l'État. Il faudrait utiliser les moyens de l'État en bon escient, parce que le secteur de la justice souffre d'une allocation budgétaire insignifiante qui ne permet pas en réalité à la justice de fonctionner comme pouvoir à part entière. Et alors, le moyen qu'il faudrait mettre dans l'organisation d'un État général, il est encore préférable de le mettre dans les fonctionnements de l'appareil judiciaire pour lui permettre de fonctionner comme un organe effectivement indépendant. Regardez, lorsqu'on veut faire la comparaison, parce que nous parlons politique publique dans ce secteur, nous avons trois pouvoirs dans ce pays. Il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Quel est le budget alloué en 2024 pour le pouvoir exécutif? Nous sommes au-delà de 500 000, nous sommes au-delà de 500 ou 400 millions de dollars. Exact. Quel est le budget alloué au pouvoir législatif? Vous le savez, ce sont des champions en dépassement budgétaire. Ils ne respectent jamais les assignations qui les sont allouées. Mais quel est le budget alloué au pouvoir judiciaire? C'était ça aussi le débat lors des états généraux de la justice. Il faut allouer un budget conséquent à la justice pour lui permettre de fonctionner. Et moi, je ne suis pas ici pour défendre, évidemment, parce que beaucoup vont faire la confusion. Je ne veux pas défendre le magistrat. Je suis d'accord que les magistrats sont véreux, ils sont corrompus. Nous allons en venir. Nous allons en venir, évidemment. Mais donc, c'est que pour vous dire, moi, en tant que porte-parole d'Envol, nous, à l'Envol, nous avons une vision de cette justice. Et la manière dont nous voyons la justice de ce pays, ce n'est pas de cette manière que M. Moutamba l'a conduit. Nous, pour nous, la justice congolaise doit devenir l'élément de concorde nationale. Pour que cette justice devienne évidemment l'élément de concorde nationale, il faut arriver sur base des états généraux et le plan national sur la réforme de la justice, trouver évidemment un consensus autour de questions de différentes réformes, parce que ces consensus existent, je le dis. On a trouvé ces consensus. Maintenant, il faut étaler les réformes à mener pour les 10 prochaines années. Et il faut arrêter autre chose, c'est de politiser ces secteurs. Politiser ces secteurs a pollué les secteurs. L'influence... C'est politisé en ce moment où nous parlons? Bien sûr que c'est politisé. Ou depuis un moment? Dis-moi, pourquoi Mike Mokeba est toujours en prison jusqu'à aujourd'hui? Alors qu'il n'est pas jugé, alors qu'il n'y a aucun jugement qu'il est... Mais Modéron Simba est en liberté provisoire. Il est de l'Union sacrée. Il est de l'Union sacrée. Comprenez qu'il est politisé. Mais Modéron est en liberté provisoire parce qu'il est de l'Union sacrée. Il a parlé à un de ses frères de l'Union sacrée, ministre de la Justice. Mais il est de l'opposition. Il est avec vous à l'opposition. Il ne cesse de quoi nous dire. Écoutez, j'ai même écouté les ministres se fourvoyer chez un de vos confrères sur Top Congo sur ces sujets. Non, on ne parle pas de l'opinion, on parle d'une loi. La loi Sesanga porte un statut de l'opposition dans son article 4 est clair et réputé avoir perdu le statut d'opposant toute personne qui participe dans la conduite du pouvoir exécutif. C'est une loi, donc inutile de se fourvoyer là-dessus. Monsieur Moutamba, aujourd'hui, il peut ne pas être membre de l'Union sacrée, parce que vous pouvez être membre de la majorité sans être de l'Union sacrée. Mais il est il est du pouvoir, il n'est pas de l'opposition. Donc là, il faut être clair là-dessus. Ce n'est même pas faire un débat, parce que la loi a tranché, et quand la loi tranche dans une société, on se dresse derrière la loi. Donc, pour revenir évidemment sur
la question de politisation de la justice. Exactement. La justice est politisée aujourd'hui. Les personnes comme Mike Mukeba, ils se retrouvent en prison. Pourquoi? Pour quel fait? Pour quelle raison? Quelle est la décision qui le maintient en justice? Le pauvre, il se bat pour obtenir une liberté provisoire. La justice refuse de les lui accorder. Il soulève une exception parce qu'il a perdu sa qualité de député, qui n'est plus justiciable devant la juridiction qui attend son dossier aujourd'hui. La Cour d'appel refuse de suivre Mike Mukeba. Alors que pour M. Salomon Kalonda, devant la juridiction militaire, lorsqu'il soulève l'exception de son élection comme sénateur et qu'il avait des immunités, la Cour militaire a décidé a déclaré son incompétence vis-à-vis de ce moyen qui était soulevé devant elle. Donc ça veut dire que nous sommes dans une politisation de la justice. Pourtant, l'objectif dans la conduite aujourd'hui, l'objectif doit être l'indépendance dans la conduite de ce secteur de la justice. Atteindre l'indépendance effective de la justice. 2, améliorer l'administration de la justice. L'administration, mais aussi en termes de décision de justice. Et mais pour ça, il faut de vraies politiques publiques, il faut travailler. Le problème avec le ministre, je crains qu'il passe plus son temps à communiquer qu'à travailler effectivement dans son secteur. Il n'a pas besoin de faire le boucan, seul le résultat pourra parler à sa place. Et moi, parce qu'il s'agit d'un secteur auquel mon parti l'envole dans son projet de la refondation du Congo, nous donnons beaucoup de l'importance et nous avons une vision claire. Nous estimons que les actions menées par le ministre de la Justice passera le temps au peuple congolais sans pour autant avoir une justice indépendante. Et de l'autre côté, les chemins déjà, une bonne administration de la justice. Le chemin est balisé, vous avez déjà tout mis en place. Au moment où vous avez le pouvoir, vous allez reformer donc la justice de la République démocratique du Congo en 30 secondes. Et c'est la différence qu'il y a entre mon parti l'envol et les autres partis politiques du pays. Nous, à l'envol, nous avons une vision, et cette vision est publique. D'ailleurs, je dirais même aux Congolais de télécharger les projets de la refondation du Congo. C'est sur Google, ils peuvent le télécharger, c'est en PDF en plus, ils vont le lire. Ces projets, nous l'avions rendu public. Projet de la refondation du Congo. Oui, la refondation du Congo. Ce pays doit être reformé. Et nous savons quelles sont des réformes qu'il faut mener dans chaque secteur de la vie nationale pour redresser ce pays. L'envol au pouvoir en 2028, nous allons redresser ce pays en prenant des mesures, des politiques publiques efficaces pour redresser et non pour faire du populisme. Aujourd'hui, ce pays n'a pas besoin, notre peuple n'a pas besoin de politiciens qui mènent des actions pour lui plaire. La population a besoin aujourd'hui des acteurs politiques, de responsables politiques qui prendront des mesures, même impopulaires, en vue de redresser ce pays. Ce pays, en tout cas, sous la gouvernance de Tshisekedi, ce pays n'est même pas malade et à l'agonie. Vous ne donnez même pas les bénéfices des doutes? Écoutez, M. Tshisekedi a 6 ans au pouvoir. Quel bénéfice encore qu'il faut lui donner? Ça fait 6 ans que M. Tshisekedi est au pouvoir. Quelle est la réforme menée qui a pu redresser ce pays? Encore que lui-même, dans son émission, il a fait des mea culpa pour dire qu'il venait à peine de commencer, en oubliant qu'il avait déjà 6 ans au pouvoir. Donc ça veut dire nous sommes dans une situation de chaos. Il faut des mesures, même impopulaires. Nous, on n'aura pas besoin de plaire à la population. Nous allons prendre des mesures, même impopulaires, pour redresser le pays. Merci donc d'avoir échangé autour de cette problématique, mais en même temps, avant de prendre le cas des magistrats, cette guéguerre entre le magistrat et le ministre Constant Mutamba, cette bancarisation, c'est la question de la population, et cette population a eu à poser cette question autant de fois. Est-ce une première fois en République démocratique du Congo qu'il y ait bancarisation de frais de justice? Je ne pense pas. Il y a eu déjà des mesures comme ça, mais qui n'ont pas marché avec l'ancien mouvance sous Kabila. Ça n'a pas marché. Je crois que c'était sous Tambo Mamba qui avait même fixé le prix des frais de justice à payer. Bon, aujourd'hui, c'est évalué en dollars. À l'époque, même Tambo Mamba l'avait fait en francs congolais. Mais ça n'a pas marché. Pourquoi? C'est ça. Ça n'avait pas marché. Pourquoi cette décision-là n'a pas marché? C'est simplement parce que les politiques publiques aujourd'hui, notamment dans le secteur de la justice,
il faut rappeler que c'est un pouvoir à part entière. Il faut mener ces politiques publiques de manière concomitante. C'est une question ministère. Il faut faire intervenir évidemment le ministère du Plan pour planifier l'installation de différentes juridictions. Parce qu'il faut rappeler qu'après les découpages territoriaux de province, il y a eu une forme d'inflation de juridictions à installer. Posons-nous la question aujourd'hui, où en sommes-nous? Aujourd'hui, nous avons le Conseil d'État. Les conseils d'État existent alors qu'il n'y a pas de juridictions administratives qui sont suivies. Il y a un vrai travail qu'il faut mener dans le secteur de la justice, mais pour y arriver... Un travail de fond. Un travail de fond. Il faut une planification. Il faut un travail interministériel entre le ministère de la Justice, le ministère du Plan, le ministère des Finances, le ministère du Budget, le ministère de l'Intérieur. Un travail en planification. Ça doit être une politique gouvernementale. Coordonnée, pas une politique d'un secteur, d'un seul ministre. Et aujourd'hui, le ministre Moutamba, bon, c'est vrai qu'il touche un peu à tout, il est dans son secteur seul. Et nous constatons que ce n'est pas une action du gouvernement, c'est une action personnelle du ministre qui, malheureusement, on passera le temps et ça ne portera aucun résultat. Existe-t-il un réseau de magistrats mafieux et véreux au sein de la magistrature congolaise, puisque ce sont des accusations que porte le ministre Constant Moutamba, et d'où nous allons maintenant parler autour de cette guéguerre qui existe entre le magistrat congolais et le ministre Constant Moutamba, qui tire comme ça sur eux. En même temps, ces magistrats se disent que le ministre les livre à la vindicte populaire. Je le dis dans l'entame de cette émission que oui, les magistrats congolais sont corrompus, dans la plupart des cas. Oui, les magistrats congolais sont véreux. Oui, il existe une forme de mafia dans ce corps de magistrats. Je suis d'avis que c'est le cas. Maintenant, face à cette réalité, quelles sont les mesures qu'il faut prendre pour finir ce fléau? Est-ce qu'il faut faire des matinées politiques avec le membre de son cabinet devant son bureau et faire passer sur TikTok et Instagram et dans les réseaux sociaux? Non. Et moi, j'étais parmi ceux qui appelaient les ministres à revenir dans le cadre de concertation avec le Conseil supérieur de la magistrature. Parce que le ministre de la Justice peut gesticuler autant qu'il veut. Il n'a aucune décision à prendre sur un magistrat. Il n'en a pas. Le seul organe qui a la décision sur le magistrat, c'est le Conseil supérieur de la magistrature. Il était important, et d'ailleurs je salue son humilité, de revenir dans le cadre de concertation avec le Conseil supérieur de la magistrature pour discuter évidemment des réformes à mener dans ce secteur. Et si je lui demanderais l'effet d'avoir cédé au cadre de concertation, parce que c'était ça la revendication d'ailleurs de magistrats, ne peut pas enlever en lui la rigueur de l'autorité administrative dans le secteur. Donc il doit rester rigoureux dans le cadre des concertations. Mais l'avantage de ce cadre de concertation est que les réformes à mener dans le secteur seront menées ensemble avec les magistrats. Il n'y a aucune action de développement que vous pouvez mener dans un secteur ou dans un pays sans pour autant associer les autochtones. Par exemple, pour les questions de développement, je donne un cas. Si vous décidez, par exemple, aujourd'hui dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, on demande aux autochtones de ne plus couper les arbres. Mais pour le demander aux autochtones, il faut les associer dans cette décision majeure, parce que certains y vivent, n'est-ce pas? Ils doivent comprendre la portée de l'importance de cette action. Après, quelle est la contrepartie que vous proposez comme pouvoir public, enfin, de permettre que les autochtones puissent bénéficier, puissent arrêter de couper les arbres? Quelle est la contrepartie que vous proposez? Ça va de pair en termes de développement. Le réforme, on ne peut pas mener des réformes dans un secteur sans pour autant associer ceux qui œuvrent dans ce secteur. Vous ne pouvez pas le marginaliser. Conséquence serait, s'ils sont marginalisés, que les réformes n'apporteront pas de résultats. J'étais de ceux qui ont appelé le ministre à se revêtir de menton d'un homme d'État, envie de revenir dans le cadre de concertation pour permettre que les réformes salutaires qu'il veut mener dans ce secteur soient discutées au préalable avec le Conseil supérieur de la magistrature.
Parce qu'il faut réformer aussi ces conseils supérieurs de la magistrature. Il y a une forme de corporatisme. Présidé par Dieudonné Kamouleta. Oui. Donc le président de la Cour constitutionnelle est d'office président du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, pour dire, il y a une forme de corporatisme qui s'est installée dans ce corps, dans le Conseil supérieur de la magistrature, qui est l'organe censé gérer la carrière de magistrat. Il est inadmissible, évidemment, que nous ayons des magistrats corrompus et véreux et qu'ils ne soient pas sanctionnés. Ça, c'est inacceptable. C'est là où on dit qu'il y a une forme de mafia qui s'est installée. Mais comment faire pour finir ces mafias, ces cancers qui... cette maladie, comme l'a si bien dit le président de la République. Notre justice. Vous allez le faire, évidemment, en prenant des mesures qui sera discutées dans un cadre de concertation, dans le cadre de la vision du pouvoir exécutif, pour mener ces réformes. Donc, moi, je pense qu'au-delà du populisme que le ministre de la Justice entraîne derrière lui, les boucans, l'extra-médiatisation qu'il y a derrière, mais le vrai travail profond qui doit être fait dans le secteur de la justice n'est pas fait. Nous avons 2500 magistrats qui attendent toujours leur nomination. Où en sommes-nous? Nous avons des magistrats qui ont été envoyés en mission pour aller travailler dans l'arrière-pays, qui sont revenus parce qu'il n'y a pas d'installation, il n'y a pas des bureaux adéquats pour le recevoir et le permettre de travailler. Dans cet élan, maître, il y a aussi ces voix qui disent que ces magistrats-là ne veulent pas aller travailler dans l'arrière-pays parce qu'ils ne se retrouvent pas, entre guillemets, pécuniairement parlant, si je dois me permettre, que par rapport ici à Kinshasa, où tout est vivable. N'est-ce pas là le problème? On revient encore à la case départ. C'est trop facile de dire ça. C'est trop facile de dire ça lorsque vous êtes dans un bureau qui est climatisé. Vous y travaillez bien ici au centre-ville à Gombe. Vous voulez que le magistrat parte travailler dans l'arrière-pays sans bureau. Il est obligé, il tient les audiences. Vous savez dans quelles conditions il tient les audiences? Dites-nous, maître. Sous des tentes faites en rameaux. C'est inimaginable, mais c'est comme ça qu'il faut imaginer votre pays. Siècle. Parce que beaucoup parlent du Congo, ils vivent entre, surtout ceux qui sont au pouvoir, beaucoup parlent du Congo, ils vivent entre le centre-ville de Kinshasa et Bandalungwa chez moi. À un moment, ils sont alimentés, ils reviennent, disent que le Congo se porte bien. Il faut aller dans l'arrière-pays pour regarder dans quelles conditions les magistrats travaillent. Nous avons des amis qui ont été envoyés, ils sont allés volontairement. Certains sont allés même avec leurs propres moyens. L'État n'a rien donné? L'État n'a rien donné. Ils sont allés parce qu'ils voulaient travailler, arriver. Les conditions de travail ne permettaient pas. Non seulement les conditions de travail, mais les conditions de vie. Les conditions de vie ne permettaient pas. Donc ça veut dire, c'est une question, comme je le dis, ça doit être une question de politique publique portée par le gouvernement dans une planification ordonnée en vue de permettre que ce secteur de la vie nationale trouve évidemment son espace d'expression en vue de permettre la bonne administration de la justice. Donc, monsieur le ministre a fait beaucoup de bruit, mais travaille moins. Nous venons de parler du Conseil supérieur de la magistrature qui est présidé par Dieudonné Kamouleta. En même temps, il est le président de la Cour constitutionnelle. Il a eu à trancher intervenant pendant cette guéguerre entre les ministres et les magistrats. Sa position voudrait, de sa position, on peut dire qu'il a tranché comme un bon père de famille, interpellant les uns et les autres à la retenue et à traiter le problème en lieu et place de les exposer sur la place publique. Est-ce que c'est votre point de vue par rapport à la position du président Dieudonné Kamouleta, où il devait sanctionner, comme vous venez de le dire, il n'y a pas encore des sanctions qui suivent? Quelle est votre analyse par rapport à la position prise du président du Conseil de la magistrature suprême? Non, la position prise était une position d'un responsable. Je dis, le ministre de la Justice a pour mission de redorer, évidemment, selon lui-même, a pour mission de redorer l'image de la justice congolaise. Ces différentes sorties médiatiques n'ont pas redoré l'image de la justice. On ternit par contre l'image de cette justice déjà ternie. Un responsable traite les problèmes, évidemment, de sa famille dans un vase clos, pour que les résultats de ce traitement soient vus par le public. Que depuis qu'il est là, nous constatons un changement.
Je n'ai pas besoin, parce que je suis père de famille évidemment, de venir crier à l'extérieur de ma maison tous les problèmes qui s'y passent à l'intérieur. Exact. Le résultat que j'aurai serait, ma famille sera mal vue. Le problème de ma famille sera mis à l'extérieur sans pourtant trouver des solutions. Mais la meilleure des choses à faire, c'est lorsque je reçois un rapport négatif contre un membre de ma famille, de revenir en interne, de redresser, d'instruire, de demander à ce que pareil comportement ne puisse pas se reproduire. Et l'extérieur de ma maison sera là pour constater le changement. Qu'effectivement, depuis que nous avions fait ce rapport à son père, nous constatons que son fils, de plus en plus, je donne un cas, ne sort plus dehors sans babouche. Ce sont des exemples imagés, permettez-moi, chers compatriotes, de le donner en vue de faciliter la compréhension à tous. Exact. Par contre, le comportement du ministre de la Justice était différent. Il a vilipendé le corps de magistrat, il a vilipendé la justice. Je suis d'accord que ça ne marche pas, mais pas pour lui étant que responsable. Moi, je peux le dire. Lui étant que responsable, il est censé traiter et résoudre le problème. Pour résoudre le problème, il n'a pas besoin de matinée politique avec 10-20 membres de son cabinet devant son bureau. Il n'en a pas besoin. Pour changer, il a besoin de prendre des mesures. Prendre des mesures ensemble avec le Conseil supérieur de la magistrature, montrer la direction évidemment que veut prendre le magistrat suprême, que veut prendre l'exécutif dans la redoration de l'image de notre justice. Et nous l'envol, comme je l'ai toujours dit, dans le projet de la refondation du Congo, qui est une planification par ailleurs, nous demandons aux Congolais de nous faire confiance au moment opportun, en 2018, en 2028, quand nous serons au pouvoir, nous allons donner à ce peuple la justice qu'il mérite. Parce que nous avons avec nous un leadership éclairé. C'est le leadership de Dédi Sesanga, quelqu'un qui a une expérience de l'État congolais de plus de 20 ans. Il a l'expérience de la lutte armée, il a l'expérience de la pacification. Il ne changera pas. Il a l'expérience. Il ne sera pas comme les uns et les autres qui, après avoir goûté au pouvoir, ils oublient la population, puisque la population, c'est ce qu'elle dit aujourd'hui. Les Congolais connaissent sa détermination. Je ne veux pas faire le procès d'intention, parce que vous le savez mieux que moi, avec si on peut refaire le monde. Je suis dans l'effectivité, dans ce qui est fait, ce qu'il a déjà fait. Et tant que personnalité politique, qu'est-ce qu'il a déjà fait en tant que responsable politique, en tant que ministre de plan? En tant que ministre de plan, son expérience a fait en sorte que le plan DSRP, qui nous a conduit à l'effacement total de la dette, à l'initiative PPTE, soit exécuté. Qu'en 6 mois, il était ministre que pendant 6 ou 7 mois, mais il a pu faire exécuter le plan DSRP. Et tant que député, aucun Congolais va remettre en cause sa qualité de député national, tant par ses initiatives parlementaires, en termes de contrôle parlementaire, que dans les initiatives de légistique, dans l'écriture de loi. C'est un des députés prolifiques de ce différents mandats, des 2006 à ce jour. Donc, étant que président de la PAJ, il a porté la plupart des réformes qui sont aujourd'hui dans notre pays. Et les différentes lois sur la décentralisation, la loi sur la Cour constitutionnelle, la loi sur les juridictions d'ordre judiciaire. Bref, s'il n'a pas fait cette loi, c'est lui qui a dirigé la PAJ pour que ces réformes soient menées. Donc, nous proposons aux Congolais une personne expérimentée. Nous proposons aux Congolais une vision mûrie et ambitieuse. De ces accusations du ministre de la Justice aux magistrats, plusieurs posent la question pour essayer de savoir si ces derniers, donc le magistrat, peuvent traduire en justice la personne de Constant Moutamba, ministre de la Justice et garde de Sceaux, pour outrage à magistrat. Est-ce que cela est possible à ces jours? Écoutez, les magistrats, un magistrat peut, je ne sais pas dans quel mécanisme, mais j'estime que ça sert à quoi? De demeurer dans la polémique, de demeurer dans des tiraillements.
Nous, ce qui nous importe en tant que parti politique, ce n'est pas ces genres de polémiques. Nous, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est redresser la justice congolaise, reformer la justice congolaise. C'est ce qui nous importe, nous, étant qu'Envol. Maintenant, les guéguerres, il faut laisser le monsieur le ministre, il sait bien le faire, il sait bien se chamailler avec les magistrats. C'est parmi ses points forts, il sait faire des invectives avec ses administrés qui sont des magistrats. Ça, il sait le faire. Mais ce qui nous importe, c'est l'action qu'il conduit. Nous disons que ce secteur est important. Et étant donné que ce secteur est important, il doit arrêter de faire du populisme et se mettre au travail pour redresser effectivement la justice. C'est tout ce qu'on demande. Regardez, parce que là, tout à l'heure, nous allons vers le mois de septembre. Dès le 15 septembre, ça sera la session budgétaire. Il faudrait revoir le budget alloué au pouvoir judiciaire. C'est dans ce défi-là que nous attendons les ministres de la Justice. Nous attendons quel sera le budget qui sera crédité et ensuite alloué au pouvoir judiciaire dans le cadre du redressement et de réformes qu'il veut mener. Parce que si on ne donne pas suffisamment de moyens au pouvoir judiciaire, c'est simplement parce que le pouvoir exécutif veut continuer à caporaliser la justice. Et d'ailleurs, j'aurais appris, je ne sais pas, je le dis au conditionnel parce que je n'ai pas encore eu avec moi les différentes propositions, projets de loi que le ministre a déposés. J'aurais appris qu'on nous a remis carrément dans la loi Minakusakata où on avait décidé d'inféoder la justice sous la coupe du ministre de la Justice. Ça, c'est inacceptable. Ça sera faire un bond en arrière. Ces choses-là, on ne peut pas l'accepter. Parce que je le dis ici, pour nous, la VOL, dans la refondation du Congo, des missions principales pour redresser la justice, avoir une justice réellement indépendante. L'indépendance égale de moyens. Tant qu'on ne donnera pas le moyen à la justice, cette justice sera toujours à la merci des politiciens. Et si on donne des moyens et que rien n'échange, donc le problème sera ailleurs. La difficulté avec les si est qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Et si on donnait les moyens, qu'on trouvait la solution, que dirions-nous? Le problème, c'est d'atteindre l'objectif du plan national de réforme de la justice qui permettra en fait de redresser la justice. Parmi les priorités, c'est d'allouer les moyens conséquents des moyens conséquents au pouvoir judiciaire, afin de permettre l'installation effective de juridictions et parquets et améliorer les conditions de travail des magistrats. Mais ici, je tiens à insister que je ne défendrai jamais les magistrats, parce que les magistrats, dans la plupart des cas, sont véreux. Mais je demanderai aussi au ministre de la Justice. Vous savez, lorsqu'il y a beaucoup de moutons noirs, il existe toujours un mouton blanc. Il faudrait prendre maintenant des mesures d'encouragement pour encourager les magistrats qui font bien leur travail. Parce qu'il y en a, j'en connais aussi. Il y en a, inutile de citer le nom de gens. J'en connais des magistrats qui font bien leur travail et qui malheureusement ne bénéficient ni de montée en grade, ne bénéficient pas de promotion. Mais ils font bien leur travail. Ici, c'est le lieu de démontrer que, au-delà des invectives du ministre de la Justice, les ministres encouragent les magistrats qui font bien leur travail. Avant de prendre un sujet d'actualité, Constant Mutamba, il est de l'exécutif. Est-ce qu'il est dans la procédure quand il s'ingère dans ce qui est ou dans les affaires du pouvoir judiciaire? En une minute, maître. Le seul mécanisme accordé à l'exécutif, c'est le droit d'injonction au parquet. Dans le pouvoir judiciaire, on permet à l'exécutif de donner les injonctions au parquet dans certaines questions en vue de permettre au parquet de mettre en mouvement l'action publique, d'instruire le parquet de mettre en mouvement l'action publique. Maintenant, le parquet, dans le cadre de séparation du pouvoir, donc le pouvoir judiciaire, garde avec lui ce qu'on appelle l'opportunité de poursuite. Le ministre de la Justice, membre de l'exécutif, peut instruire ou encore donner injonction au parquet, mais le parquet, après traitement du dossier, peut estimer qu'il n'y a pas opportunité de poursuivre pour classer son suite. Il faut reconnaître qu'évidemment, le ministre de la Justice a le droit d'injonction, mais n'a pas le droit de s'ingérer dans la conduite du pouvoir judiciaire. Sinon, s'il s'ingère, ça veut dire qu'on est en train de marcher sur la Constitution, donc la séparation du pouvoir n'est pas effective. C'est pourquoi je dis sur votre plateau que le ministre de la Justice n'a aucune décision à prendre contre
un magistrat. Merci beaucoup, maître. Nous allons prendre ces sujets d'actualité qui déjà défrayent la chronique, vous les savez. Martin Fayoulou, qui est de l'opposition, comme vous, il appelle à un dialogue pour la cohésion nationale. Déjà, il y a plusieurs partis ou il y a plusieurs porte-paroles d'autres partis qui ne veulent pas de ces dialogues, donnant leurs propres avis par rapport à cette position que Martin Fayoulou veut emmener l'opposition de la République. Est-ce que vous, de Envol, de Délice et Sanga, partagez-vous cette position de Martin Fayoulou? Irez-vous au dialogue pour de poste ou peut-être pour la sauvegarde de la cohésion nationale? J'ai suivi. D'abord, il faut dire que d'entrée de jeu, pour nous, l'Envol, c'est inutile, inopportun de faire un dialogue dans ces conditions. Je vais revenir pourquoi. Il est aujourd'hui, j'ai suivi le président Martin qui faisait appel à ce dialogue. Il a mentionné 3 choses. Un, c'est pour lutter contre l'insécurité dans l'est de notre pays qui n'a fait que durer. 2, pour renforcer la cohésion nationale. 3, pour évidemment discuter sur les modes d'accession au pouvoir en vue de savoir exactement comment avoir des institutions légitimes. Je rappelle quand même que Félix Tshisekedi, en novembre 2021, avait convoqué les concertations nationales. On peut parler de tout, on peut dire concertation, dialogue, négociation, conciliabule, ça revient au même. Les présidents de la République avaient convoqué les concertations nationales. Après consultation, c'était les consultations nationales. Après les consultations, il s'est dégagé 3 axes majeurs. Premièrement, c'était l'amélioration de conditions de vie, l'amélioration de la situation sociale de notre peuple. Deuxièmement, finir avec l'insécurité à l'est du pays. À l'époque, vous vous souviendrez, les présidents avaient proclamé, après il avait proclamé même l'état de siège. Et il y avait déjà la résurgence du M23. Troisièmement, avoir un processus électoral consensuel. 3 axes majeurs. On a parlé de ça. Et il y a même un gouvernement qui était sorti, à l'occurrence, le gouvernement Samba 1. Le gouvernement Samba 1, il était mis en place. Mais qu'est-ce qu'on a constaté à moins d'1 année? C'est pourquoi l'Envol avait claqué la porte de l'Union sacrée à l'époque. On a constaté que c'était tout sauf ceux qui étaient engagés comme axe à améliorer. On n'a pas pu améliorer les conditions de vie des Congolais, on a seulement amélioré les conditions de vie des membres de l'Union sacrée, à l'occurrence de l'IDPS. Le secrétaire général de l'IDPS, heureusement, est passé aux aveux pour reconnaître que l'IDPS au pouvoir n'a pas travaillé pour améliorer. Et que la population continue de souffrir. La population continue de souffrir. La situation sécuritaire, aujourd'hui, la situation a continué à se dégrader davantage. Aujourd'hui, les rebelles ne sont plus seulement à Bunagana, ils sont à Kanyabayonga, ils sont à Kirumba, ils sont à Rubaya, ils sont partout. Donc, parlons maintenant du 3e point, l'élection consensuelle. On a eu tout sauf une élection tenue en 7 jours. En 7 jours, donc, qui a abouti à un coup d'État électoral qui mettait le pouvoir Tshisekedi en place, n'est-ce pas? Donc, j'aimerais dire ici à nos compatriotes qu'on doit arrêter de penser qu'en faisant les mêmes choses, on va produire des résultats différents. Aujourd'hui, le problème qui se pose et qu'il faut l'affronter, c'est une question de gouvernance. Le pays est mal gouverné. Même si on se retrouvait dans un conciliabule, même si on se retrouvait dans un dialogue, il n'y aura toujours pas la sécurité tant que le pouvoir public continuera à faire du clientélisme dans les fonctions à donner, dans des responsabilités à donner, tant que le pouvoir public continuera à faire du favoritisme, tant que le pouvoir public continuera à baigner dans la corruption. C'est qu'il faut changer aujourd'hui de manière radicale, que ça devienne une rupture. C'est la manière de gouverner ce pays. Et l'Envol se propose comme une alternative. Cette alternative qui vient dire aux Congolais, nous sommes la solution au problème que Tshisekedi a amené. Nous avons la solution au problème de Tshisekedi. Et nous vous le proposons. Et cette solution, c'est la refondation du Congo. Ce pays, il faut lui remettre dans ce racine. Le racine de ce pays, c'est l'idée. Le pays a commencé comme une idée.
Avant, le Congo n'existait pas. Il y avait des royaumes et des empires. C'est le roi Léopold II, son idée, son génie, comme le disait le roi Baudouin lors de l'indépendance. C'est le génie du roi Léopold II que nous avons, ce plus de 2 millions de kilomètres carrés que nous avons en République démocratique du Congo. La chose que nous demandons aux Congolais, c'est de revenir vers une idée. Et cette idée, l'Envol le propose, c'est la refondation du Congo. Merci Maître, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Nous sommes à la fin. C'est à moi de vous remercier pour la Je vous laisse le dernier mot. En 30 secondes, je vous laisse le dernier mot. Le dernier mot, c'est de dire aux Congolais que Tshisekedi a sémé le désespoir avec son pouvoir. L'Envol vous propose l'espoir à travers la refondation du Congo. Merci beaucoup, Maître Rodrigue Ramazani, d'avoir été de nôtre dans Entretien de séjour. Je rappelle, vous êtes porte-parole du parti politique Envol, parti cher à Délice et Sanga. Merci d'avoir répondu à nos questions encore une fois. Merci aussi à vous, fidèles auditeurs et téléspectateurs, internautes aussi, nous pensons à vous, d'avoir suivi Entretien de séjour. Nous vous disons grand merci de partout où vous vous tenez et surtout, nous disons aussi merci à nos sœurs et confrères de la partie orientale de la République démocratique du Congo. Nous sommes toujours ensemble, nous pensons à vous. Il faut ne jamais cesser de les dire. Entretien revient un autre jour avec une nouvelle thématique. D'ici là, nous vous disons de bonnes choses et portez-vous bien dans vos demeures respectives.